Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner les clés pour mieux négocier. Mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'accueille Amandine Bernascon. Bonjour Amandine. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Super, écoute, ravi d'être avec toi. Eh ben, écoute, merci à toi d'être présente sur ce podcast pour parler. En plus, on a l'occasion de travailler régulièrement sur un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravi que tu sois là. On a choisi un titre un peu sulfureux. J'en suis désolé sur comment mieux s'embrouiller avec son mec ou sa meuf. Bon, on va regarder ce qu'on va mettre dessus et comment surtout on peut l'appliquer dans des conversations difficiles ou dans une négociation avec des personnes pas toujours évidentes à gérer. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton parcours, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Amandine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis consultante en fait depuis un peu plus de 10 ans et je me suis formée en médiation. Je viens du monde de l'entreprise. J'ai travaillé pour un grand groupe suisse pendant 5 ans à la direction des relations et affaires extérieures et je me suis rendu compte du nombre de conflits présents dans les entreprises et dans les organisations. Et donc, plutôt que de travailler sur la communication interne, je me suis formée au management de crise et à la médiation à travers un parcours d'études universitaires. Et je suis devenue médiatrice d'abord pour gérer les conflits interpersonnels, donc soit en médiation conventionnelle dans les entreprises ou dans les systèmes familiaux. Ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec toi de cette thématique, puisque je forme aussi, et ce sont des projets qu'on a ensemble, former avec les outils de la négociation et de la médiation pour accompagner les collectifs et les organisations. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner, parce qu'on a peu encore abordé cette notion de médiation dans le podcast, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour mieux comprendre c'est quoi un processus de médiation? Ça, c'est pas l'objet du podcast, mais qu'on ait une compréhension un peu plus globale de ce que c'est, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Un processus de médiation, c'est une manière de réguler un conflit, de négocier. On va parler de trouver une solution à l'amiable en sortant d'un processus judiciaire ou en le faisant en parallèle. Il y a 2 types de médiation en France principalement qui sont pratiquées. C'est soit une médiation judiciaire qui est proposée par un juge ou fortement suggérée par un juge, et on va appeler ça une médiation judiciaire, donc au cours d'un prud'homme par exemple. Ou simplement ordonnancé parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution et à trancher, ils préfèrent proposer une médiation d'abord, soit une médiation conventionnelle, c'est-à-dire qu'un DRH, un directeur général va appeler un médiateur pour réguler un conflit à l'intérieur d'une équipe. Là, c'est pas du tout un processus judiciaire, mais il se dit qu'il y a vraiment un projet intéressant à mener. Et on va retrouver ces 2 types de médiation principales également dans le domaine personnel. Si j'ai un couple qui vraiment n'arrive plus à trouver assez de distance relationnelle pour gérer leurs disputes, ils peuvent tout à fait prendre contact avec un centre de médiation pour réguler leurs conflits. On n'est pas du tout dans une démarche judiciaire, mais simplement une démarche de négociation sur comment trouver des solutions et un terrain d'entente ensemble, en dehors de tout jugement et voilà. Donc le médiateur est vraiment un tiers qui est indépendant et neutre. Il n'est pas là du tout pour juger ou arbitrer. Voilà. En fait, c'est très clair. En fait, on fait appel à un tiers neutre, indépendant et impartial qui, à la différence de la justice étatique, n'est pas là pour trouver une solution, mais est là pour nous faire accoucher des idées et qui va nous aider en fait tu parlais de négociation, sur ce processus et différencier le problème de la personne. C'est bien ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Bravo pour cette magnifique définition. Merci à toi, c'est gentil. Alors, c'est intéressant parce que tu as abordé très rapidement cette notion de conflit
au départ en interne qu'on retrouve énormément dans le monde de l'entreprise, mais en fait qu'on retrouve dans toute situation intrapersonnelle et donc dans sa vie de couple ou dans son équipe. Est-ce que avant d'aller plus loin, on peut rentrer plus en détail sur c'est quoi un conflit et c'est quoi un conflit dans sa vie de famille également? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais dire par rapport à cette thématique du conflit que c'est quelque chose dont la majorité des personnes ont peur. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient auprès d'entreprises et qu'on accompagne sur des sujets de tension, en général, les dirigeants peuvent assez souvent nous dire « Ah non, mais attendez, Amandine, moi j'ai absolument pas de conflit dans mon équipe, on traverse juste une transition, on traverse juste un changement, il n'y a pas de conflit. » Donc le mot « conflit », c'est un petit peu la bête noire et je pense que c'est intéressant de relativiser sur le fait qu'il n'y a pas de système qui ne rencontre pas de tension dès lors que nous sommes plus de un. Il y a nécessairement des tensions, du feu, du conflit parce que tous des besoins différents, on reviendra à cette notion d'intérêt et de besoin après. Donc le conflit, c'est en général, ça part du fait qu'on a tous des besoins différents, on a des besoins similaires, des besoins différents, et que il y a un certain nombre de stratégies pour nourrir et pour satisfaire ses besoins et ses intérêts qui parfois sont limités et qui nous demandent un petit peu de sortir d'une zone de confort. Donc pour moi, d'abord, c'est relativiser sur le fait que rares sont les couples, si je puis revenir au sujet du podcast aussi, rares sont les couples qui n'ont pas du tout de conflit, qui ne s'embrouillent pas. Oui, parce qu'en fait, un conflit, c'est un désaccord exprimé ou qui n'est pas exprimé, si j'entends ce que tu dis. Donc c'est extrêmement légitime. C'est un désaccord qui est exprimé ou qui est non exprimé et qui est l'expression d'un besoin qui n'est pas satisfait ou qui cherche à être satisfait ou qui cherche à s'exprimer. Donc en fait, c'est pas du tout anodin quand on rencontre des tensions et des conflits, c'est quelque chose, c'est un signal qui indique qu'il y a un certain nombre de besoins. Alors certains vont parler de valeurs, d'autres d'intérêts, mais qui cherchent à être satisfaits. Voilà. Ça répond à ta question. Okay. Non, très très clair. Excuse-moi, je pensais que tu continuais là-dessus. Et donc en fait, quand on a ce désaccord, quand on a cette expression des besoins qu'on n'arrive pas forcément à satisfaire, on peut subir d'une certaine manière un peu ces émotions ou un côté impulsif dans notre quotidien, et c'est peut-être ça qui va générer d'un conflit qui peut être plus ou moins froid, quelque chose qui peut se transformer peut-être en agressivité ou en violence et qui peut être un moment de rupture dans sa communication à l'autre. Oui, je pense qu'il y a différents types de conflits qu'on peut rencontrer, mais la ligne commune entre tous les types de disputes, d'embrouilles ou de difficultés, c'est effectivement l'impulsivité et la dynamique émotionnelle qu'on peut rencontrer dans les conflits. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais il y a une étude qui a été faite en Suède ou dans les pays du Nord il y a une dizaine d'années, je pense, sur la durabilité des couples en fonction du nombre de conflits qu'ils peuvent avoir. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas forcément les couples qui s'engueulent le moins qui durent le plus, mais c'est les couples qui s'engueulent le mieux, c'est-à-dire leur capacité à échanger, à s'embrouiller de manière efficace. Donc qu'est-ce que ça veut dire que s'embrouiller de manière efficace? En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, premièrement, c'est peut-être justement relativiser sur cette thématique de conflit, se dire ok, si dans mon couple ou dans mon équipe il y a des conflits, c'est plutôt ça en fait. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est une opportunité de voir qu'il y a des choses qui s'expriment et il y a des besoins à nourrir et des intérêts à nourrir. Et donc c'est comment est-ce que je vais me préparer, comment je vais aborder, comment je vais bien m'embrouiller avec mon mec en fait. Comment est-ce que je vais pouvoir bien m'embrouiller et bien m'engueuler de manière à ce que ça donne quelque chose et ça fasse naître quelque chose. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental,
Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Super, merci Amandine. Alors, vraiment intéressant. Et puis tu disais effectivement qu'on a peur du conflit, qu'en fait les couples qui durent le plus, c'est ceux qui apprennent à exprimer ce différend. Mais on voit nous dans le monde de l'entreprise que sans conflit, on peut pas avoir de la créativité ou de l'innovation, et d'une certaine manière, on peut pas se permettre cette performance sociale ou économique. Parce que le conflit dans une entreprise, c'est juste dire, écoute, j'entends ce que tu dis, Amandine, sur cet appel d'offres, et en même temps, moi, quand j'ai entendu le client, il a dit ça, est-ce que ça serait pas absurde qu'on l'aborde de telle manière? Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire si on veut aussi aller chercher une forme de performance. Alors, on sort un peu du couple, mais cette notion de brainstorming, c'est que cette capacité à encadrer le conflit. Alors, certains vont appeler ça de la saine disputation, mais le fait de se concerter ou de confronter des idées, ça reste du conflit. Et on n'y a pas forcément cette notion d'agressivité ou de violence. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, on a cette sorte de fuite face au conflit. C'est-à-dire que, et notamment en France, hein, il y a plusieurs auteurs qui ont étudié la dynamique de conflit dans les postures managériales. Et en France, on est spécialiste de la fuite. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le conflit en soi, ça amène à une transition, ça amène un changement, ça amène à se poser des questions, à être créatif. Mais en même temps, il y a une rupture d'équilibre. Et du coup, l'instinct et la manière impulsive dont les dirigeants et puis les conjoints, c'est-à-dire dans les familles également, c'est de pas faire de vagues. Et donc, au lieu de gérer son stress et de son émotion et de regarder effectivement, ceci est une opportunité de changement, pourquoi est-ce que nous prendrions pas un temps pour travailler ensemble sur un brainstorm pour sortir de cette impasse? Eh bien, on a d'abord cette réaction de absolument pas en parler à l'autre, plutôt mettre la poussière sous les tapis, fuir la situation, et du coup, c'est ça qui cristallise, et c'est ça qui le rend froid, en fait. Hein. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de réchauffer le conflit. Donc d'abord, relativiser sur se dire, rares sont les équipes ou les couples qui ne s'embrouillent pas, et c'est justement développer une attention. Là, on rentre effectivement dans des outils que je propose, c'est-à-dire qu'il va falloir développer une attention particulière à quand j'ai des signaux qui arrivent plusieurs fois dans mon système relationnel, hein, que ce soit dans mon équipe, dans mon couple ou dans ma famille, et qu'il y a des signaux émotionnels, comportementaux, au niveau des actions et certainement parfois des résultats, peut-être que ce serait intéressant de pas attendre pour s'en occuper. C'est-à-dire que j'ai des équipes parfois qui font appel à moi pour de la médiation et qui m'appellent et qui me disent « ça fait 5 ans que ça dure ». Oui. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans. Comment ça se fait que depuis 5 ans, il y a des choses qui n'ont pas été clarifiées. Et donc on se rend rapidement compte qu'on a attendu aussi longtemps parce qu'on n'a pas pu faire autrement, qu'on n'a pas su faire autrement. Donc en fait, on se rend compte que les outils de la négociation et de la gestion des disputes sont pas si évidentes que ça, ils sont pas naturels. Donc d'où l'intérêt de se dire je développe une attention particulière, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si je m'embrouille et que effectivement il y a très peu d'écoute entre moi et mon personnel ou moi et mon conjoint, peut-être que là il y a un intérêt à développer certains outils et à me préparer davantage. Voilà. Ouais, c'est top. C'est-à-dire que plus je vais m'y prendre tard, plus le conflit ou le désaccord va être larvé, plus l'intensité émotionnelle ou le point de non-retour est quasiment atteint, et plus ça va être compliqué en fait de trouver une solution. Si j'entends ce que tu dis, c'est plus on va s'y prendre tôt, et moins cette intensité émotionnelle sera forte, et plus ça sera simple aussi de poser des mots sur les mots, MAUX, et peut-être trouver une solution. Top. Et dans ce cas-là, vient une question, en tête, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait quand on est face à ce désaccord en termes de conversation, pour pas céder à l'impulsion et peut-être tout mélanger dans sa conversation, ou dire des choses qu'on regrette, ou dire des choses qui sont pas constructives et qui vont pas satisfaire nos besoins ou nos intérêts, hein, où on va vouloir se donner raison, mais est-ce que ça fait sens dans la conversation, c'est pas dit. Comment est-ce qu'on peut
aborder cette conversation avec des étapes ou avec des niveaux de conversation à l'autre? Ouais, bien sûr. Alors en médiation, on s'inspire beaucoup d'un outil qui est la communication non violente, Mhm. qui est un outil d'ailleurs que l'on retrouve dans les méthodes de négociation sur divers niveaux. Mhm. Et en fait, c'est un modèle de communication que je peux utiliser dans tout système relationnel, donc avec mon conjoint ou avec mon collègue, et pourquoi pas même avec mon chef. Hein. Les gens me disent bah oui, mais on peut pas mettre tout ça en place si l'autre a pas été formé en CNV. Ah si, attends. Les outils de Mhm. régulation, de négociation et de médiation peuvent tout à fait être utilisés avec les gens qui sont pas formés. Bien sûr. Encore faut-il y avoir une intention de connexion. Ça, c'est la première des choses. Premier élément, si j'utilise des outils de communication au service de la régulation d'un conflit, attention à avoir une intention derrière qui est celle de communiquer. Parce que si je n'ai envie que d'arriver uniquement et seulement à mes fins et de manipuler l'autre, évidemment, ça fonctionne pas. Donc tous ces Qu'est-ce outils que tu sont à entends par prendre. communiquer? C'est quoi cette intention de communiquer? C'est une intention de poser le débat ou c'est en opposition à l'intention d'avoir raison? Qu'est-ce que tu entends par communiquer? Bah, prenons exemple. Si j'ai envie, suite à une dispute avec mon conjoint, si j'ai une fièvre envie de lui faire la pâtée et de lui rendre la monnaie de sa pièce, à tel Ok. point que je sens dans ma voix que l'émotion et la colère sont là, et j'ai vraiment envie de me venger sur ce qu'il vient de me dire, là, effectivement, je suis pas forcément dans une intention Ok. qui va pouvoir servir le modèle que je vais présenter. Donc, avant toute chose, donc Je comprends. je précise que donc c'est l'auteur qui est le créateur de la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg. Il explique très bien. Attention, c'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire si vous partez d'une intention d'attaquer l'autre, de vous défendre, et que justement vous arriviez uniquement à vos fins, ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une Oui. intention de départ, alors de connexion. Lui, il parle de se connecter à l'autre, d'avoir envie de le Ok. comprendre, autant que s'exprimer. C'est-à-dire, c'est pas uniquement moi qui vais te Mhm. dire, chérie, là, il faut absolument que tu sortes la poubelle, j'en ai marre de le faire toute seule tous les jours. C'est aussi, tiens, qu'est-ce qui fait que ça, c'est encore un problème encore entre nous? Et comment je vais m'intéresser aussi à toi? C'est pas uniquement, je vais essayer de te convaincre de quelque chose, mais c'est aussi, je vais aussi m'intéresser. Et on va Mhm. partir de cette connexion. Ça, c'est le premier élément. Top. C'est ce Euh, qu'on a, nous, dans notre étape de négo avec passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre, si je comprends bien. Dans un exactement. premier temps. Ok. C'est ça. Top. Et tu vois, quand tu utilises le mot volonté, tu sens que c'est vraiment c'est le geste. Quel est le geste que tu vas utiliser? Quelle est la posture Mhm. intérieure avec laquelle tu vas négocier? C'est pareil. Très clair. Ok. Ok? Donc, première chose, l'intention. La volonté. Première chose, l'intention. Exactement. Deuxième élément, au lieu de commencer par de parler de l'autre, c'est-à-dire que tu n'es encore pas allé sortir la poubelle comme je te l'avais demandé, Julien, franchement, ça commence fortement à m'énerver. Au lieu de Mhm. commencer par dire tu et de juger l'autre, on va partir des observations. On va partir Ok. des circonstances. Hein, Yuri parle de la dimension circonstancielle, de la dimension factuelle. On va parler d'abord des exemples concrets, aussi objectivement que possible. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, j'arrive là à la maison, il était 19h là, Julien, et puis j'ai remarqué que la poubelle n'était pas sortie. Vraiment, je vais m'occuper uniquement des faits. Donc évidemment, vous allez me répondre, oui, mais alors, si chacun et chacune vous avez une vision des faits différents, comment est-ce que vous allez pouvoir vous mettre d'accord sur cette partie-là? Mhm. Alors, il n'est pas question que vous ayez raison sur les faits, mais plutôt de vous inviter à observer ce qui se passe sans jugement. Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai vu, voilà quelle heure il était, et voilà des Mhm. exemples concrets qui me permettent de dire. Ensuite, on va parler dans une deuxième étape des émotions que ça crée. Mais première D'accord. étape, on a souvent L'observation tendance, factuelle. c'est ça. Écoute, chérie, Observation factuelle. Alors, quand tu as parlé d'Uri, on parle de William Ury dans son livre, parce que tu parlais de communication non violente. Donc là, on vient de basculer un peu sur cette notion de négociation où il a écrit un livre et il en parle sur c'est Getting Past No, c'est ça ou ouais, alors moi difficult je l'ai en anglais conversation? effectivement, et en français ça Ouais, doit être conversation difficile. ok, Tu vois? difficult. Ok. Ouais. Où il Negotiation.
Ouais, Ouais. 3 niveaux de conversation. Et alors, ce que tu dis là-dessus, sur cette observation qui doit être factuelle, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va partager à l'autre euh, et qui doit être le plus neutre possible. Et dans une non-volonté de le tu d'une certaine manière. Donc là, on revient sur nous. Notre observation est forcément légitime. C'est de décrire la situation et la partager à l'autre sans jugement de valeur pour pas qu'il se sente coincé ou qu'il puisse à ce moment-là. C'est ça? C'est ça, c'est maximiser les chances que l'autre m'écoute lorsque je vais lui expliquer ma vision des choses. Donc, première étape, cette observation consiste à dire vraiment qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, même en citant les phrases, hein, plutôt que de dire Ok. écoute, t'as été très méchant avec moi hier soir. Là, ça, c'est pas une observation, mais plutôt de citer la phrase que j'ai entendue hier Quand soir. tu C'est dis hier ça, soir, quand tu hmm, m'as dit Amandine, t'es vraiment, bon, je sais pas moi, tu sers à rien, t'as pas rangé ce qu'on avait dit que tu devais ranger. Voilà la phrase que j'ai entendue. Et ensuite, deuxième étape, là, le thé méchant va correspondre plutôt à mes émotions. On va noter, on va libérer les émotions dans la conversation. Ça, c'est aussi une chose qu'on fait très rarement, c'est de nommer ses propres émotions sans intégrer l'autre dedans. C'est-à-dire, si je te dis, Julien, je me sens pas écoutée, Julien, je me sens pas comprise. Là, on arrive dans la deuxième étape, qui est l'étape de la dimension émotionnelle, la dimension des ressentis. En fait, finalement, au lieu de faire ça, au lieu de dire tu m'as pas entendu, tu m'as pas comprise, en parlant des émotions, on va essayer de nommer et de se responsabiliser des émotions. Voilà moi comment je l'ai pris. Je suis rentrée hier et 3 fois cette semaine, observation, 3 fois cette semaine, j'ai remarqué que la poubelle n'était pas sortie. Voilà comment ça m'a fait sentir. Voilà, moi je me suis sentie déçue et puis je suis pas à l'aise et je suis interpellée parce qu'on s'était dit que. Voilà, deuxième étape, la dimension émotionnelle. Alors pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir nommer ces émotions? Je pense que ce serait intéressant qu'on s'arrête là-dessus. Alors pourquoi c'est intéressant de nommer ces émotions? Eh bien parce que d'abord ça permet à l'autre de se rendre compte que peut-être il y a des choses à côté duquel il est passé, cette fameuse réaction d'évitement dont on a parlé tout à l'heure, tu sais, sur le fait qu'on avait dans les entreprises qu'on accompagnait beaucoup de gens qui mettaient la poussière sous les tapis parce que justement l'émotion n'est pas dite. On ne dit pas l'état dans lequel on se trouve vis-à-vis de l'autre. L'idée c'est de lui dire voilà, comment moi je me sens quand je vois que la poubelle est pas sortie dans les 3 soirs où je suis rentrée, ou en tout cas je l'ai remarqué. Et ben voilà, je suis assez triste et puis je suis un peu frustrée, je voudrais qu'on en parle. Ça me permet de nommer mon état sans accuser l'autre. Alors il y a 2 difficultés sur la dimension émotionnelle, c'est que faut pas que ce soit une émotion cachée avec le tu derrière, c'est-à-dire que si je te dis, comme je te disais tout à l'heure, je me sens trahi et je me sens pas écoutée, c'est toi, Julien, qui m'écoute pas. C'est toi, Julien, qui m'a trahi. Donc ça doit être vraiment, je me responsabilise. Ça doit être des mots d'émotions qui m'appartiennent totalement et des vraies émotions Totalement. ou des ressentis. Pour te donner un petit exemple, c'est tellement difficile pour les gens de nommer leurs émotions. On n'a tellement pas l'habitude de ça qu'en fait, on travaille avec des listes, tu sais, en séminaire, parce qu'on s'aperçoit rapidement quand je demande, tiens, comment vous sentez quand il vous dit ça? Oui, en fait, les émotions qui prédominent, c'est je suis content ou je suis en colère, mais on n'a pas forcément beaucoup de subtilité, alors que la langue française a plein de mots là-dessus, pour décrire précisément l'émotion qu'on vit. Est-ce que le fait de mettre des mots sur cette deuxième étape de conversation émotionnelle là-dessus permet pas aussi de diminuer cette intensité émotionnelle chez nous? Je pense aux travaux de Lieberman qui nous dit que quand on met des mots sur les émotions ou quand on aide l'autre à mettre des mots qui apportent la partie ventilation des émotions ou catharsis dans la négo, est-ce que le fait de le faire pour nous-mêmes, ça diminue pas aussi cette intensité émotionnelle? Oui, tout à fait. Les travaux que tu nommes, en fait, montrent bien que lorsque je suis en empathie avec moi-même et que j'ose accepter mes propres émotions et même mettre des mots dessus, soit en répondant à l'autre, soit même en écrivant le mail sans l'envoyer,
Oui. ou en écrivant l'émotion, en fait, ça réduit l'émotion d'intensité et même ça permet la libération des hormones positives du plaisir. Donc, il y a l'ocytocine qui se met en place, il y a la dopamine, et donc il y a un moment où mon émotion se neutralise d'elle-même. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas reconnue, en fait, je vais être dans la frustration, la colère, etc. Et si j'arrive à me poser, et encore mieux, à le verbaliser à l'autre, elle se régule. Oui, et c'est la première étape d'ailleurs de l'intelligence émotionnelle, c'est de prendre conscience de ses propres émotions. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en intelligence émotionnelle, ils vont parler de cette première étape de prise de conscience, et en CNV, donc communication non violente, on va parler d'auto-empathie. C'est-à-dire qu'on va être vraiment la qualité d'écoute que je m'apprête à offrir à l'autre, d'abord, je vais me l'offrir à moi-même. C'est-à-dire que, waouh, quand Julien, il me parle comme ça, là, vraiment, je me sens en colère, mais c'est vraiment intérieur. Je dis, bah oui, mais Amandine, est-ce que tu peux prendre ce moment d'auto-empathie face à l'autre quand il est en train de t'engueuler? J'ai envie de dire oui. De toute façon, vous êtes en train de lui couper la parole, vous êtes en train de vous interrompre très fréquemment tous les deux, donc autant prendre un moment de respiration. De toute façon, il a pas fini sa phrase. Pour respirer, dire mon Dieu, ce que je me sens énervée, je sens à quel point la colère est vivante en moi. Là, peut-être c'est pas le bon moment pour entrer dans la négociation et travailler sur des solutions, parce que là, j'ai peut-être besoin juste d'un moment de disponibilité à moi-même. C'est-à-dire que l'attention dont on parlait tout à l'heure, tu sais, là, vraiment développer sa capacité de vigilance. Hein. Donc effectivement, deuxième étape, pour avoir cette capacité de dire à l'autre mes émotions et mes ressentis, il va falloir que je pratique un peu. Hein, je pratique un peu. Donc, quand quelqu'un va me demander, tiens, comment tu te sens, comment ça va, au lieu de dire, ça va, ça va, ça peut être positif. Donc, il y a deux types de ressentis. Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que tu es détendue? Est-ce que tu es dans une dynamique? Est-ce que tu es dans la légèreté? Qu'est-ce que tu veux dire par comment je vais bien? Ça peut être plein de choses. Hein. Et puis ça va, il est un peu, je pense à ça parce que j'ai appelé tout à l'heure un ami, et sur le ça va, dans la partie prosodie, tonalité de voix, c'était un tout petit ça va. Et en fait, il demandait quasiment à être creusé quand je lui dis, mais j'ai l'impression que à t'entendre, t'es pas au top. Non, il y a un truc, faut qu'on en parle. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une réponse qui est très neutre. Puis chacun est libre de son interprétation. C'est ça, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que lorsque je suis en train de me disputer avec l'autre, puisque le sujet c'est quand je suis au cœur du conflit, comment est-ce que je peux mieux le réguler? Est-ce que je peux essayer, sans accuser l'autre, de dire comment je me sens? Et alors là, vraiment, tu vois, Julien, là, ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. Moi, je me sens vraiment interpellée, puis je sais plus où j'en suis. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une pause? On va voir que je finis par une question toujours dans ces étapes-là, mais vraiment le fait de nommer son ressenti, ça peut permettre, et ça c'est la deuxième utilité. Première utilité dont on vient de parler, Julien, c'est effectivement cette capacité de neutraliser l'émotion et qu'elle me laisse un peu plus tranquille dans ma conversation avec l'autre. Et deuxième utilité, c'est que l'autre, il s'ouvre. Si moi je décide de me mettre à nu et de me mettre dans ma vulnérabilité, de m'ouvrir sur mes ressentis sans l'accuser, il y a 2 fois plus de chances que lui le fasse aussi, puisque c'est ce que je lui demande. Enfin, chérie, aime-moi, montre-moi tes sentiments, ouvre-toi, donne-moi tes ressentis. Il y a beaucoup plus de chances qu'il le fasse en miroir si moi je lui dis voilà comment je me sens, et sans accusation aucune et sans jugement, voilà la situation. C'est la stratégie du donnant-donnant, en fait, d'une certaine manière, où on a besoin de cette notion de confiance. Et tu l'as dit avec le mot vulnérabilité, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que c'est comme ça que je définis la confiance. C'est quoi la confiance? C'est ce sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance à l'autre. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique de confiance, on ouvre le kimono, on est vulnérable. Et donc, tout ce que tu dis, c'est qu'en faisant cette première étape de cette vulnérabilité, de s'ouvrir à l'autre, dans cette logique de donnant-donnant, ça va créer les conditions les plus favorables pour que l'autre le fasse. Oui, et surtout, il n'a pas l'habitude de le faire. Donc, ça veut dire que, exactement, ça veut dire que si je commence à le faire, ça l'invite à le faire également. Je baisse la garde et je te dis, à cœur ouvert, voilà comment je suis, ça l'invite à le faire également. C'est toujours intéressant de voir que c'est plus facile quand l'autre se lance. Bien sûr. Voilà, sur les ressentis. Troisième utilité de nommer ses émotions, en fait, ça va indiquer les besoins. Hein. Donc, en fait,
L'émotion n'est dite que parce que derrière, je vais parler de pourquoi je me sens comme ça. C'est pas uniquement, écoute, D'accord. t'as pas Ça va pas sorti la ça. poubelle, donc je suis frustrée, Julien, ça va pas. Non, c'est voilà, j'ai remarqué telle et telle chose. On s'était dit qu'on se répartissait les tâches de la maison à juste équilibre. Toi, tu devais donc sortir 3 fois par semaine la poubelle. Et là, je remarque que ce soir, j'observe qu'elle n'est pas sortie. Et là, vraiment, moi, je suis pas bien avec ça. Je suis en colère et triste. Je m'arrête pas là. Je m'arrête pas là. Les émotions sont là pour indiquer qu'il y a derrière des enjeux importants et des besoins. Alors, comment on va l'exprimer? Donc, on va lier le ressenti à son besoin. Je suis triste et frustrée parce que j'aurais besoin d'équité, j'aurais besoin de réciprocité, j'aurais besoin de faire un point avec toi sur les engagements qu'on a pris. Donc je vais nommer troisièmement mes besoins. Alors dans la littérature pédagogique de la médiation et de la négociation, il peut y avoir des synonymes à besoin, Mhm. mais elles veulent toutes dire la même chose. Hein. Ces terminologies-là. Donc besoin, enjeu, intérêt ou Ouais. valeur. Ça rejoint en fait qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Dans ma relation avec l'autre, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Dans la situation de conflit, qu'est-ce qui est important? Vraiment, on n'en est pas encore aux solutions, aux actions, mais on en est vraiment à qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, on va parler de besoin, d'avoir besoin de quelque chose, besoin de respect, besoin d'équité, de réciprocité. Et là, de la même manière, on se rend compte. On va peut-être voir pourquoi dans un instant, mais on se rend compte qu'on n'a pas du tout cette habitude de nommer ses besoins. Ouais, complètement. Ouais, ouais. On Alors, a, ouais, c'est vraiment intéressant parce que là, tu viens de faire les 3 niveaux de conversation, mais de ce que j'entends, ce que tu me dis, qui dépendent pas de l'autre. C'est-à-dire que c'est voici ce que la conversation circonstancielle, l'effet de façon très factuelle. Deux, voici les émotions que je vis, qui m'appartiennent, et que je subis même de cette situation. Parce que pour moi, les émotions, on les subit, puis après, ce qu'on en fait, c'est pas toujours évident. Et troisième niveau de conversation, qui est la conversation identitaire, comment ça va jouer sur mes besoins, sur mes valeurs qui sont satisfaits ou pas. Mais pour c'est l'instant, il ça. n'y a rien d'équitatif. Alors, j'ai oublié aussi peut-être de préciser que les 3 niveaux que je suis en train d'exprimer vont se jouer sur 3 perspectives différentes dans la conversation. C'est-à-dire, Les 3 niveaux. Donc, en fait, là, on a parlé des 3 niveaux de conversation parce que c'est le lien qu'on fait avec Yuri, mais tout à l'heure, je parlais des 4 étapes de la CNV. En oui, fait, elles peuvent être utilisées sur 3 perspectives. les 4 étapes, ne D'abord, t'es pas rentré en détail juste pour les ouais, personnes j'ai qui vont pas nous fini. écouter. C'est la partie observation, sentiment, t'es parti sur la Besoin, partie on en est là. besoin et après demande, OSBD. Ouais, parce que là, on a deux outils qui se mélangent, mais qui parlent de la même chose avec un vocabulaire qui est légèrement différent. La partie communication non violente, c'est la méthode OSBD de Marshall Rosenberg, et qu'on retrouve dans la négociation avec Yuri Fisher avec les 3 niveaux de conversation, circonstanciel, émotionnel ou identitaire. C'est bien ça, hein. Juste pour qu'on soit Ouais. raccord. Donc, juste pour rappel, on en était aux besoins. On expliquait Ouais. que c'était vraiment important de pouvoir parler de ses propres besoins. Et tu me Mm. disais, donc là, Amandine, tu es en train d'expliquer comment est-ce que tu peux parler à l'autre. Alors oui, mais pas seulement en fait. Hein. Ces différents niveaux-là, ils peuvent être utilisés de 3 manières. Première façon de les utiliser, j'ai décidé de pas parler à mon conjoint tout de suite, ou à mon manager, ou à mon coéquipier tout de suite, et j'ai besoin d'un moment d'auto-empathie. Moi, j'appelle ça Mm. l'étape du bilan. C'est Ok. vraiment l'étape du bilan. Waouh, tiens, quelles sont concrètement les choses qui m'ont pas plu dans la manière dont il m'a parlé. Je suis même pas sûre que le jeu en vaut la chandelle pour lui parler. C'est-à-dire que c'est préalable et j'ai besoin quelque part de faire mon propre OSBD. C'est-à-dire que j'ai Ah, besoin de c'est prendre une génial. feuille de papier ou Mm. même je lui écris le mail et puis je me lâche, mais quelque part j'ai besoin de poser mes ressentis, mes besoins, mais je suis même pas sûre que je vais l'envoyer le mail. Hein, première manière d'utiliser ces 3 ou 4 niveaux de conversation que je terminerai bien sûr parce que j'ai pas tout à fait terminé avec la demande. Deuxième façon, je vais l'écouter. Je vais écouter l'OSBD de l'autre. C'est-à-dire, je vais écouter quand il me dit t'es méchante, ben je vais essayer de lui proposer de me dire quels exemples concrets, quelles observations, quels faits il a noté pour qu'il puisse me décrire les choses. Ensuite, je vais inviter à ce qu'il puisse libérer les émotions qu'il a à l'intérieur, qu'il ou elle a à l'intérieur de lui, et qu'on travaille sur ses besoins aussi.
Donc, je vais effectivement, par exemple, reformuler. Je vais pouvoir dire, est-ce que tu t'es senti comme ça parce que tu as besoin de respect, des engagements pris? Est-ce que quand tu dis que je suis méchante, est-ce que en fait tu fais référence à la réunion qu'on a eue hier et où j'ai annoncé effectivement des nouvelles un peu difficilement et c'était est-ce que c'était cette phrase-là en particulier qui t'a rendu en colère, c'est ça? Je vais essayer en fait de faire le miroir de ce que j'entends. Je vais être ce qu'on appelle centré sur. Je pense à Carl Rogers, tu sais, qui d'ailleurs Oui. est l'ancêtre de la CNV, hein, qui est un psychologue et un psychiatre qui a travaillé sur le fait que l'écoute en elle-même, le simple fait d'écouter sans jugement peut faire accoucher une personne de la solution, tellement on a toutes les capacités en nous. Encore faut-il l'écouter avec bienveillance. Donc deuxième utilité, c'est utiliser ces trois conversations plus la demande, si on parle de CNV, au service de l'écoute. Et ensuite, enfin, je peux m'exprimer tel que je suis en train de le faire, avec les 4 étapes, en ayant justement cette vigilance de différencier mes jugements, mes interprétations et mon envie de diagnostiquer l'autre avec des observations neutres, des ressentis qui m'appartiennent et des besoins qui sont les miens. Alors pourquoi est-ce que j'utilise, et je vous invite à d'abord utiliser l'écoute avant l'expression, c'est simplement que au fur et à mesure des expériences, on se rend compte que plus l'autre est entendu et se sent compris, plus il y a de chances qu'il vous écoute à nouveau. Maintenant, si vous voulez commencer par votre OSBD, ça c'est tout à fait Donc, un des outils intéressant. dynamiques. Ce que tu pourrais préconiser, c'est à la limite d'avoir un OSBD pour soi avec une forme d'auto-empathie, de mettre des mots sur les mots. Après, passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre, c'est-à-dire peut-être juste avoir cette conversation circonstancielle, émotionnelle et identitaire à l'autre et accueillir la parole de l'autre dans un second temps avant d'arriver sur cette phase de demande pour faire évoluer la situation. C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est-à-dire que c'est à voir de manière dynamique. Si vous avez la sensation que l'autre, il a besoin de déposer sa valise et qu'il va avoir aussi un certain nombre de choses à vous dire, ce serait peut-être intéressant de l'entendre dans un premier temps sur sa vision des choses, pour qu'ensuite vous puissiez vous assurer de comment il l'a vécu et qu'enfin vous puissiez vous exprimer. Voilà. Mais de toute façon, ça part du fait que je vais voir Julien à un moment donné et que je lui dis, je voudrais te parler de quelque chose qui me contrarie un peu et je voudrais en discuter avec toi et je voudrais aborder ce sujet. Donc de toute façon, au départ, vous posez quelque chose. Mais ce Est-ce qui est qu'on peut faire intéressant, un petit exemple simple, par exemple, l'histoire des poubelles, sur ton séquençage, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemblerait sur une conversation? ouais, bien sûr. Est-ce que je termine sur la demande plutôt avant et après je fais l'exemple ou pas? Mais sens-toi libre, bien évidemment. Ok, donc là, Julien, tu parlais de la conversation identitaire, hein, sur le troisième point. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de besoins de dimension identitaire? C'est parce qu'on va parler pas seulement des besoins physiologiques, hein, de base, d'alimentation, de repos, de sécurité, mais on va parler aussi des besoins psychologiques, donc des besoins d'apprentissage, d'harmonie, de créativité. Et il y a un troisième niveau au niveau des besoins qui est les valeurs. Et là, on va vraiment, quand on rencontre certains conflits d'identité, on va vraiment toucher le noyau de la personnalité de l'individu. Donc, par exemple, en médiation, j'ai rencontré une personne, on s'est rendu compte, c'était qu'un entretien d'évaluation de fin d'année, c'était très mal fini et c'était 15 ans auparavant. Je sais pas si tu te rends compte, hein, ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient ensemble. C'était une phrase qui avait été prononcée 15 ans auparavant dans une médiation, dans un entretien d'évaluation de fin d'année. Et en fait, la personne a nommé quelque chose qui a été interprété de manière raciste par une personne qui était d'origine marocaine, et elle voulait simplement, cette dirigeante voulait simplement savoir ce que la personne allait faire cet été en vacances, et elle lui a dit, est-ce que vous allez retourner au bled pour les vacances? Et en fait, il l'a hyper mal pris, parce que pour lui, c'était vraiment une expression familière qui montrait une sorte de discrimination. Ça avait pas du tout sa place dans un entretien formel d'évaluation de fin d'année.
Mhm. Il l'a tellement mal pris parce qu'il avait déjà des appréhensions vis-à-vis de cette personne. Ça a touché son noyau identitaire parce que ça va toucher à sa famille, ça va toucher à ses racines, ça va toucher à sa culture. Là, on Mhm. parle vraiment de dimension identitaire et de prendre la mesure de comment est-ce que l'autre perçoit la situation et de vraiment pas minimiser ça. C'est-à-dire qu'à bah tiens, quand Oui. j'ai prononcé cette phrase, je vois que ça vraiment c'était important pour toi que je sois pas dans le jugement et parce que voilà, ça correspond à quelque chose d'essentiel pour toi que de respecter ces enjeux-là. On n'est plus du tout sur un besoin, si tu veux, de reconnaissance du travail. On est vraiment sur un niveau identitaire très important. Donc, l'appartenance à un groupe, à une culture, à une famille, à qui je suis en fait. Donc, c'est quelque chose que l'expression des besoins et des valeurs, ce n'est pas quelque chose que je peux faire, prendre ou toucher. C'est pas lié à un lieu ou une personne. Mhm. Je peux pas dire Julien, j'ai besoin que tu m'aimes. Non, c'est pas ça. L'idée d'exprimer son besoin, c'est pas de le conditionner à quelque chose. C'est Julien, j'ai besoin moi d'amour, de tendresse, d'affection. Et voilà, on va parler de la demande, des différentes stratégies qu'on pourrait utiliser pour que ce soit satisfait. Mais vraiment, Mhm. cette dimension, on a quitté les observations, on a quitté les ressentis, on est vraiment au cœur, mais vraiment au cœur de qu'est-ce qui, pour moi, dans la dispute est important. Voilà, là, on parle de poubelle depuis tout à l'heure. Voilà ce que ça veut dire pour moi au niveau des besoins et des enjeux. Alors, vous pouvez parler de valeur avec l'autre, hein, c'est simplement différent. Mhm. Top. Et j'aime bien cette Euh, notion de minimiser les valeurs. Juste pour faire une parenthèse, il faut bien comprendre que il n'y a pas de petite douleur ou de petite peine quand c'est vécu par l'autre. On peut pas minimiser si son interprétation de la phrase que tu as donnée est quelque chose qui le blesse, qui le heurte. On peut pas minimiser ça. Et quel que soit notre interlocuteur, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui est en bonne santé, qui est riche ou que sais-je, et de se dire bah moi si ça m'arrivait bah ça serait rien du tout. Bah on peut pas parce que chacun est construit différemment et chacun va avoir une perception de la vie qui est différente. Donc c'est quelque chose Tout à fait. qu'il faut éviter de faire. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand elle a découvert que c'était cette phrase-là qui avait démarré une sorte de conflit entre eux, elle s'est Mhm. tout de suite excusée de comment elle avait formulé les choses. Elle n'a pas cherché à dire est-ce que tu te rends compte que c'est une toute petite phrase de rien du tout, que j'ai pas Mhm. du tout dit ça dans un mauvais sens. Et donc plus l'autre va reconnaître, tu vois, c'est bien l'exemple qui montre que plus l'autre va reconnaître l'émotion et le besoin de l'autre, plus ça va ouvrir dans la conversation. C'est à partir de ce moment-là, de cette séance-là, qu'on a pu travailler sur les solutions. Et puis tu décorrèles l'intention de l'impact. Si son intention C'est était ça. forcément louable et peut-être avec maladresse, ça a eu un impact désastreux. Donc toujours faire attention en plus dans ce qu'on pense, qu'on dit, ce que l'autre entend, comprend, retient, qu'il n'y ait pas trop de déperdition au C'est niveau de la ça. qualité de l'information. Top. Exactement. Ouais. Et donc, Alors du coup, ouais, pardon. non, vas-y. Dernière étape, comment on met en musique Dernière étape, c'est faire une demande. Hein. Mhm. Ça rend le processus dynamique en fait. Hein. C'est ce que je mets en œuvre pour observer et voilà rendre compte de mes ressentis, de mes besoins. C'est dans une intention quand même de travailler sur des actions et des solutions. Et donc de proposer la satisfaction de mes besoins requerrait telle ou telle stratégie, telle ou telle solution, et de terminer par cette demande-là. Alors la caractéristique de la demande, elle est très particulière parce que on a souvent tendance à faire des demandes qui sont déguisées d'exigences. Je te remercie de bien vouloir. La prochaine fois, je te préviens, tu feras pas 3 petits points. Mhm. Et on a souvent tendance à confondre les demandes avec les ordres et les exigences. Donc je te demande de sortir la poubelle, par exemple, ça n'est pas une vraie demande ouverte. Donc les caractéristiques des demandes que je propose, c'est qu'elle est précise. Donc c'est pas est-ce que tu serais d'accord pour m'aimer? Non, c'est quelles sont les différentes façons qui permettraient que ton besoin d'amour soit satisfait. D'ailleurs, je vous invite à lire les 5 langages de l'amour d'une auteure qui s'appelle Chapman et qui explique que nous avons tous une définition de l'amour tout à fait différente et que pour certains ça va être recevoir des compliments, pour d'autres ça va être recevoir des cadeaux, pour d'autres ça va être le toucher, le physique, pour certains autres. Donc nous avons une expression et une façon de recevoir l'amour qui va nourrir différents types de besoins. L'amour, ça peut vouloir dire énormément de choses. Donc, qu'est-ce qui fait? Quelles actions, quelles stratégies pourraient nourrir mes besoins?
Donc, écoutez, premièrement, ça doit être précis. Donc, ça doit être des exemples. Deuxièmement, c'est concret. C'est-à-dire que j'aimerais, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais, Julien, que tu me montres du respect. Mais qu'est-ce que c'est que le respect? Est-ce que c'est respect des engagements justement en faisant un point toutes les semaines avec toi pour voir si c'est ok? Est-ce que c'est sortir la poubelle, la mettre devant, et si c'est trop loin, qu'on le fasse ensemble à deux? Voilà, ça doit être précis et concret. Ce qui est pas toujours évident sur les soft skills, parce qu'en plus c'est dur d'apprécier des KPI. J'aimerais que tu me fasses confiance. C'est quoi faire confiance? Tu vois, alors là, ouais, c'est ça. Là, t'es sur le besoin. Donc, si par exemple on était en train d'échanger, je te dirais, qu'est-ce que c'est pour toi le besoin de confiance? Comment est-ce que ça pourrait être satisfait pour toi? Top. Et ça doit être situé dans le temps, précis, concret et situé dans le temps. C'est-à-dire que je peux pas dire à l'autre, j'aimerais qu'à partir de maintenant jusqu'à dans ad vitam aeternam, tu sortes la poubelle 3 fois par semaine. Non. C'est pas j'aimerais que tu m'aimes toute ma vie. Est-ce que on peut se dire, Julien, que sur les 2 prochains mois, on tente cette nouvelle manière de fonctionner ensemble? Est-ce que tu serais d'accord pour ça? Quatrième modalité, donc première précise, deuxième concrète, ensuite formulée précise dans le temps. Je dirais la quatrième, c'est formuler positivement. La plupart d'entre nous, comme nous sommes gênés de faire des demandes à l'autre, on dit « Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt ou ne préféreriez-vous pas ?» C'est pour ça qu'on a parfois j'avais envie de dire des divergences sur certains points que tu mets en place ou en valeur, mais le fait de dire les choses négativement au moment où je suis plus en conflit, c'est plus difficile pour l'autre de dire oui, puisque en l'occurrence c'est ce qu'on va chercher à trouver, c'est un terrain d'entente, de manière à ce que les intérêts de chacun et les besoins de chacun soient satisfaits. Donc au lieu de dire ne penserais-tu pas, Julien, que, je vais dire est-ce que tu serais d'accord pour, de manière à ce que ce soit plus direct en lien avec les besoins. Voilà. En tout cas pour les quatre étapes. Observer et partir des observations concrètes les plus objectives possibles, sans mêler d'interprétation ou de jugement vis-à-vis de l'autre, exprimer vos ressentis parce qu'on le fait rarement et ça permet à l'autre de se rendre compte de ce qui se passe, justement pour éviter de noyer le poisson, et lui dire qu'il y a des vrais besoins qui sont liés derrière ces ressentis. On le force à faire preuve d'empathie quasiment, on l'aide à faire preuve d'empathie. On lui donne des mots pour qu'il comprenne l'état émotionnel. C'est ça. Alors, on part pas dans le tragico-romantique, puisque tu sais bien que la plupart de nos clients nous renvoient oui, mais vous savez, en entreprise, la dynamique émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est pas évident de parler ses émotions. Alors oui, on va pas dire monsieur le directeur, quand vous me dites ça, je me sens meurtrie, je me sens vraiment dans une dynamique horrible de désespoir à tel point que je n'ose plus entendre. Non, bien sûr, on va pas partir, on va choisir des mots, on va déguiser des mots de sorte que le contexte dans lequel je les utilise soit entendable. Écoutez, monsieur le directeur, quand j'ai reçu cet email, je vous avoue, j'ai été un petit peu interpellée. J'aurais besoin de clarté par rapport à cela. Est-ce que nous pourrions faire une réunion et en discuter ensemble? Voilà un OSBD que je peux tout à fait faire en entreprise, et pourtant j'ai parlé de mon état émotionnel. Troisième élément, ne pas oublier de parler de ses enjeux, de ses besoins. Souvent, on dit à l'autre, ça va pas, tu m'énerves, je me sens pas bien, et on s'arrête là. Non, ça va pas, je me sens pas bien, j'observe et je dis, voilà pourquoi je me sens pas bien, parce que derrière, on s'était dit que on s'engageait chacun sur ces tâches-là et que j'observe que c'est pas fait, et j'ai un besoin vraiment de réciprocité, d'équité. Et enfin, on termine tout ça par une demande ouverte avec une question qui est négociable, où l'autre a totalement la capacité de dire non. C'est l'objectif, c'est quand même le laisser libre aussi de répondre que ça lui va ou que ça lui va pas, d'où l'intérêt de négocier derrière, si justement, et de partir sur des solutions créatives si la première ne convient pas. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu veux bien? Et ça peut être aussi une demande de connexion. Tiens, quand je te dis tout ça, Julien, comment tu le vis et comment tu reçois ce message-là. Voilà. Et tu m'invites, dans un second temps. Ok. C'est ça. Avec donc
les 3 perspectives, donc je rappelle que soit je le fais pour moi-même, premièrement, soit je le mets, waouh, je me prends un moment de bilan, un moment d'auto-empathie juste pour moi-même, et c'est de moi à moi, j'appelle ça une pause ou un bilan. Ça, Deuxièmement, c'est génial. Deuxièmement, je peux m'appuyer sur l'écoute de ce que dit l'autre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont exprimées. Il part dans tous les sens, il mélange les interprétations, les jugements, il m'envoie des critiques, il revient, il demande, il fait des ordres, des exigences, puis il revient sur des exemples, etc. Ça part dans tous les sens. Je peux aussi reformuler, synthétiser le dialogue de l'autre pour le structurer en disant, maintenant, ce qui est bien compris, c'est ça qui t'a pas plu. C'est ça que tu as vu, c'est cette phrase-là. Ok, donc c'est ça que t'as ressenti. Et puis voilà, toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Ça permet vraiment d'ouvrir, et on parle d'écoute active, c'est pas pour rien, c'est que je suis active dans la manière dont je vais reformuler les choses, et je peux tout à fait utiliser ces 4 dimensions. Et à la fin, lui demander, mais attends Julien, quand je t'entends dire ça, quelle est ta demande en fait? Qu'est-ce que tu voudrais pour nourrir ton besoin d'équité, de respect, etc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit mis en place? Donc deuxième perspective, le mettre en place dans mon écoute avec lui. Et troisièmement, je peux aussi m'exprimer de manière assertive, c'est-à-dire que, écoute, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit sur ta colère de ton côté, sur le fait que tu as reçu un texto qui t'a déplu beaucoup, et tu as vraiment un besoin j'entends, de se sentir rassuré qu'on est sur la même longueur d'onde, et en même temps, moi je voudrais te parler de ce que moi j'ai vécu quand je suis rentrée à la maison. Et là, je peux dérouler OSBD au service d'une assertivité qui n'est pas une agressivité, mais qui est ferme. C'est-à-dire, attention, je sais faire preuve d'empathie, je sais t'écouter, ce qui est déjà pas évident. Et en plus, là, je vais t'exprimer les choses sans t'accuser. Ouais, donc OSBD, j'utilise en auto-empathie dans l'idéal pour moi dans un premier temps. Après, j'aide dans la conversation à l'autre à mettre des mots et à faire en sorte que les 3 conversations circonstancielles, émotionnelles, identitaires ne se mélangent pas. Et après, je peux même l'utiliser pour moi, pour faire preuve d'assertivité, pour passer un message. C'est ça, hein. Donc on peut vraiment l'utiliser sur toutes les dimensions. Est-ce qu'on peut prendre un exemple trivial, stéréotypé à mourir, qui est de dire j'ai fait une soirée avec des copains et la cuisine et le salon est dans un état lamentable avec de la nourriture, des pizzas, de la bière. Alors désolé pour le côté stéréotypé, hein. Et toi, tu te lèves au petit matin et tu découvres ça. Dans notre salon commun, c'est ça? Dans notre salon commun, exactement. Ok. Alors l'observation, ce serait de dire, quand je me lève, Julien, là, et que je vois les boîtes de pizza, la bière qui est renversée là, tu vois, sur le tapis, et puis je vois que les fenêtres ont été ouvertes en grand là toute la nuit, puis que du coup il y a beaucoup de courant d'air dans la maison. J'observe que il y a des papiers par terre partout, des mégots de cigarettes dans l'évier. Tu vois, là, quand je vois tout ça, je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère et frustrée. Je suis vraiment fatiguée, en fait, là. Quand je vois tout ça, je suis fatiguée d'avance. Pourquoi? Parce que, 3e étape, parce que moi, j'ai vraiment un besoin d'ordre, en fait. Hier, on s'était dit que tu rangerais la plupart de ce que tu mettrais en bazar avec tes potes, et que certainement vous avez fait une super chouille et que vous n'avez pas pensé à ranger, mais en même temps, notre loulou, il va bientôt se réveiller, et là, c'est le bazar partout. Donc, moi, j'ai vraiment besoin qu'on remette tout ça en ordre, et que ce soit clean, quoi. Comment on fait? 4e étape. Comment on fait? Est-ce que tu veux bien, alors dans un premier temps, est-ce que tu veux bien ranger la plupart de tout ce qui est par terre, parce que moi, je t'avoue, j'ai pas envie de toucher aux mégots de cigarettes dans les vies. Ça serait un exemple, par exemple, d'une demande, et j'aurais une double demande. La double demande, alors je ne suis pas sûre, je te l'accorde, que j'aborderai la 2e demande tout de suite, mais la 2e demande qui sera impliquée pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça se reproduit, parce que moi j'ai vraiment à cœur que tu puisses continuer. Il était tard, on était fatigués, c'est bon, c'est une fois de temps en temps, on va pas en faire tout un drame quand même. Donc il était tard, donc là en fait, quand tu dis ça, c'est tu voudrais que ce soit léger, quoi. Le matin, tu voudrais qu'il soit léger pour toi. T'as pas envie de te prendre la tête. Ouais, je me rends compte que... Ouais, exactement. En plus, je viens juste de me lever, tu sais que je suis pas du matin, donc c'est pas le moment de me parler de tout ça.
Après, j'entends ce que tu viens de dire. Ok, Julien, donc t'entends ce que je viens de dire, mais là tu viens juste de te réveiller, donc t'es pas forcément dans une envie de discuter de tout ça maintenant, quoi. Pas du tout. Ok, donc t'es dans une envie de quoi? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Rien. Je viens de me lever et hier j'ai bu. Et D'accord. je te cache pas que t'entendre me dire ça dès les premières minutes de la matinée, ça me met en colère. Ok, t'es en colère parce que t'aurais besoin que je te laisse tranquille et que je reconnaisse que t'as envie de te remettre de cette soirée tranquillement, sans avoir ta femme qui te parle de tout ça. Peut-être. Je crois que c'est ça. Hmm. Donc tu vois, la deuxième étape, c'est vraiment quand l'autre me parle, au lieu de rétorquer, d'être dans la contre-argumentation, je peux me mettre en empathie avec ce qu'il me dit. Il se lève, il Ouais, a puis alors, passé une moi, super. j'ai l'impression d'être minable. Je te le dis. Dans le fait que tu accueilles mon propos comme ça, j'ai vraiment l'impression que je te donne mon sentiment. Ça me met plus en porte-à-faux. C'est-à-dire que inconsciemment, je serais vraiment dans cette limite de dire, écoute, je reconnais mon problème et je vais être vigilant la prochaine fois. Et je te remercie presque de ton accueil et et de dépassionner en fait une attitude que je sais ou que je condamne moi-même ou que je sais qu'elle est pas appropriée. Ça montre bien que l'empathie désarme vraiment l'autre, tu Ah, vois. c'est vraiment Ça montre incroyable. bien que, ouais. Mmh. Et puis je terminerai là-dessus. Je lui dirais, écoute chérie, je comprends vraiment que t'aies envie de te lever tranquillement, puis de prendre ton café, puis que t'as pas envie d'entendre ta femme te demander de ranger, encore moins de chercher des leçons par rapport à la prochaine fois, etc. Ça, je comprends vraiment. Et en même temps, d'ailleurs, je vous invite à ne pas utiliser le mais Mais, vraiment dire et en même temps, ouais. voilà, on a des enfants et du coup ils vont se lever. Et pour moi, il y a aussi des besoins de sécurité, de propreté, d'hygiène qui sont importantes. Et je comprends tout à fait que t'aies pas envie de le faire dans la minute, mais en même temps, moi, j'ai pas du tout envie de le faire toute seule, quoi. Vraiment. Mmh. Donc, est-ce que je peux te laisser prendre ton café peut-être maintenant, aller dehors, respirer un peu, prendre une petite douche, et après, est-ce que tu serais d'accord de ranger? T'es pas d'accord. T'as le droit de Non, si, répondre si, non, si. mais Non, mais j'ai tellement envie de m'embrouiller avec toi beaucoup plus souvent. bon, je te rassure, j'arrive pas à le faire à chaque fois, hein, au SBD dans l'écoute de l'accueil de l'autre inconditionnel tout le temps. Là, Non, c'était mais un alors, exemple. oui, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. C'est que on peut comprendre intellectuellement ce qu'on est en train d'échanger. Et c'est vrai que quand on est sous le coup d'une émotion, on peut perdre un peu en lucidité. Et donc, c'est bien d'avoir cette notion de reminder au-dessus de nous pour essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vrai que dans nos relations au quotidien avec nos très proches, où on n'est plus forcément en empathie mais en sympathie, bah, c'est toujours plus compliqué. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Raoul, donc mon conjoint s'appelle Raoul, et il est tout à fait conscient que parfois j'arrive pas du tout à mettre en place les outils que j'enseigne et que je mets en Mmh. pratique dans mon métier. Et d'ailleurs, je lui dis là, tu vois, je suis pas du tout dans la possibilité et la disponibilité d'être à l'écoute de ce que tu me dis tellement je suis en colère. Donc, ce que je te propose, c'est que je vais me mettre un petit peu à l'écart aux toilettes, où je vais aller boire un thé là, puis je vais m'accueillir. Je vais m'offrir un temps. Alors, je parle pas d'auto-empathie face à mon mari parce que j'ai pas envie d'utiliser des mots pédagogiques, mais je dis là, je vais prendre un temps pour m'accueillir dans ma colère parce que sinon, je vais te bousiller la tête. Non, Ce mais que je lui dis. Non mais c'est génial parce que en fait c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de conflits, dans beaucoup de négociations aussi des fois de mettre des temps de pause pour refaire redescendre l'intensité émotionnelle et juste le temps de derrière avec plein d'outils qui peut être de la cohérence cardiaque, de l'imagerie mentale, en tout cas de faire descendre euh, l'intensité émotionnelle, ouais, et puis son palpito, bah, c'est quelque chose qui ou prendre l'air, de s'oxygéner parce que quand on est dans une situation de conflit, on a le sang qui irrigue nos mains pour combattre ou nos jambes pour fuir, mais pas forcément notre cerveau pour prendre les meilleures décisions. Le fait de faire ce temps de pause, il est génial. Et ça, c'est quelque chose qui coûte rien du tout. Et vaut mieux prendre ce temps de pause et avoir une réponse peut-être plus pertinente que de parler sous le coup d'un humorisme émotionnel et de dire des choses qu'on va regretter derrière. Oui, et puis la deuxième chose que vous pouvez faire aussi quand vous voyez que c'est vraiment trop difficile, moi je fais des mini flashs d'empathie.
parce que je suis tellement en colère contre lui que j'arriverai pas à reformuler son observation, son ressenti, son besoin, sa demande. Tu vois, parce que mon cerveau biologique, il est tellement aux aguets sur tu vas l'attaquer, tu vas contre-argumenter, tu vas justifier, mais je fais des petits flashs d'empathie. Et je lui dis simplement, donc quand tu dis ça, c'est que tu as envie que je te laisse tranquille boire ton café, c'est ça? Oui, c'est ça. Laisse-moi 2 secondes. Je vais aller prendre ma douche là. Tu m'envoies plein d'ordres à la tête, etc. Je lui ai juste dit, donc là, t'es en colère parce que tu voudrais que je te laisse tranquille. C'est juste des petits flashs, mais quelque part, si vous avez 2 choses à reformuler à l'autre, c'est vraiment son ressenti, son besoin. Si l'observation, la demande, c'est trop compliqué, vous faites ressenti, besoin. Ok chérie, donc là t'es en colère parce que je te prends au réveil et que t'aurais besoin de prendre d'abord un temps pour toi. Oui, laisse-moi tranquille. Ok, bah écoute, peut-être ce serait mieux que je te laisse boire ton café. Est-ce qu'on peut en reparler après? Super, top. On arrive vers la fin de ce podcast. Écoute, c'est vraiment passionnant, Amandine. J'ai l'habitude de poser une question en fin de podcast à tous mes invités, donc je vais te la poser. Si la Amandine d'aujourd'hui devait rencontrer la Amandine il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais? Pro, perso, dans la vie, comme tu veux. Je lui dirais le conseil que je lui donnerais, c'est de développer sa patience. Voilà. Qui a une vertu? Développer sa... Hein? Qui a une vertu? Ouais, développer sa patience. J'ai souvent tendance à vouloir que les choses avancent plus vite, se règlent plus vite, se régulent plus vite, et notamment dans les conflits. Tu vois, on devient pas médiatrice pour rien. Et ouais, je pense que dans tous les aspects et dimensions de la vie, je gagnerais, je dis mais je gagnerais à plus de patience. Donc lui dire que tout va t'arriver si elle sait être patiente. Voilà. Super. Amandine, un très grand merci pour ta participation sur ce podcast. Merci. C'était passionnant. Vraiment. Ouais, super. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis maintenant à dans 2 semaines pour un nouveau podcast de Pour Parler, le podcast de la négociation. Merci.